Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast AWS en français. Aujourd'hui, j'accueille Stéphane Jourdan qui est cofondateur de CloudSkiff et développeur d'un outil open source qui s'appelle Drift Control. En gros, on va parler pendant ce podcast de comment vous pouvez automatiser la détection des différences entre l'infrastructure que vous souhaitez et celle que vous avez vraiment sur votre compte. Donc on se positionne un peu au milieu de la compliance, de la sécurité et du DevOps. Stéphane, bonjour, merci d'être là. Drift Control, c'est quoi? Bonjour. Alors Drift CTL, Drift Control, ça dépend comment. Oui, Drift CTL. Voilà, ça dépend comment on veut le prononcer. C'est que basé sur les autres binaires type kubectl, etc. qu'on peut trouver. Qu'est-ce que c'est que Drift CTL? C'est un outil qu'on peut lancer sur son laptop ou en CI, de préférence en CI pour du récurrent, du régulier, qui permet en fait de comparer l'état tel qu'on imagine côté Terraform de ton infrastructure qui a été demandé versus ce qui est réellement sur ton compte Amazon. Donc en le lançant, on va comparer en retour de ce que renvoie l'API d'Amazon. Donc des IAM, des EBS, tout ce qu'on veut en fait au niveau des ressources Amazon, et on va le comparer avec ce qu'il y a dans le state Terraform, qui est donc ce qu'on est censé avoir. Et là, aux surprises, très souvent en fait, c'est pas exactement la même chose pour tout un tas de raisons. Et pourquoi c'est pas la même chose justement? Allons dans ces raisons. C'est à cause, tu sais, de cette petite modif qu'on doit faire en urgence sur la prod un samedi soir. On fait un SSH sur l'instance et puis on lance 2-3 ressources et on fait des choses et puis on a oublié de rapporter ça dans le stack Terraform. C'est ça. C'est quoi les raisons que tu as identifiées qui font qu'une infrastructure qui est censée être créée automatiquement, au fait, elle diverge de la définition théorique? Voilà, c'est le facteur humain en fait est quand même très souvent au milieu. Et ça, c'était mon expérience personnelle, on va dire. Donc ça a commencé par nos propres problèmes. On avait nous-mêmes des problèmes de drift, justement, de changement, comme tu viens de dire, c'est vendredi soir, il faut s'en sortir vite fait, tu fais ça, voilà, ou ça n'existe pas dans Terraform par exemple. Donc en fait, le temps que ça arrive dans Terraform, tu le fais à la main, puis t'oublies de le reporter quelques semaines plus tard. Bon voilà. Donc ça, c'était mon expérience au début. Et je pensais que ça s'arrêtait là, quoi. Et que c'était un peu partagé, mais que c'était pas non plus un pain immense dans l'univers. Et puis on travaillait sur un autre produit l'année dernière et on s'est dit pour prioriser la suite, on va demander à nos utilisateurs quels sont leurs problèmes et autour justement du workflow, du DevOps, etc. Et ils nous ont tous remonté le drift comme étant un des problèmes qu'ils avaient au niveau au niveau de leur utilisation, soit Amazon, enfin AWS, soit n'importe quoi qui a une API, GitHub, etc. Donc là, on a décidé de creuser un peu plus, mais de raconter-nous des histoires, racontez-nous comment en fait ça arrive, ce genre de choses à ce point. Enfin, on était vraiment étonnés. Et alors là, on a eu des histoires absolument incroyables. Donc pour répondre à ta question. Donc là, ça sort simplement le DevOps a changé un truc en pleine nuit, etc. On a eu par exemple beaucoup de feedback sur par exemple des lambda authentifiés qui un jour deviennent buggés, mais comme elles sont authentifiées, et si elles avaient le droit par exemple d'écrire dans un bucket S3, le jour où il y a un truc qui déconne, elles se mettent à remplir ce bucket, etc. Et donc il y a plein de nouveaux bugs en fait de part du code ou des microservices dans Cube qui peuvent être authentifiés, avoir le droit par exemple de taguer des EBS, ce genre de choses, et qui le jour où il y a un truc qui déconne, alors là c'est le désastre. Donc on a eu beaucoup de feedback autour de ça, et on a eu également en fait beaucoup de feedback en fait sur, donc pas de l'action délibérément manuelle au sens je sais que je vais faire ça, je vais faire un changement, je vais lancer une VM, etc. On a eu beaucoup de feedback en fait sur les changements secondaires qui sont créés lors d'une action manuelle. Je m'explique. C'est-à-dire que quand tu lances par exemple une RDS, ça fait pas que lancer une RDS. Ça derrière en fait quand tu utilises l'interface web, ça lance plein d'autres choses derrière. Tu vas avoir des subnets, tu vas avoir des rôles IAM, des profils, etc. Ouais, la console fait des tas de choses pour simplifier des clients. Et donc malgré le fait que tu lances ça manuellement, ou des fois un setting, que tu actives un setting. Là récemment, je suis tombé sur dans SNS, je sais plus j'ai oublié quel est le setting, il y a un setting à un moment en fait que tu peux activer et qui derrière en fait crée à nouveau des rôles, etc. Donc même si tu enlèves ce setting, le rôle reste. C'est normal, la console Amazon n'a jamais promis qu'elle faisait du rollback. Voilà, ce qu'elle crée. Et donc tout ça
ça a créé des problèmes entre les environnements pour les gens. On nous a raconté des histoires de tout était bien automatisé. Il y a 2 semaines, 3 semaines, quelqu'un a fait un test manuel sur l'infra, l'a enlevé, tout va bien, mais quelque chose de secondaire est resté, type IPv6 autorisé par exemple sur un security group. Ça c'est un grand classique. Et là en fait, pas de chance. Je sais pas, en staging, tous les tests passent, nickel, on met en prod, et là patatras, ça marche plus en prod. Et tout ça alors qu'il y avait du Terraform, alors que l'action manuelle n'existait même plus. C'était bien une conséquence de cette action manuelle là, qui 2 semaines, 3 semaines, 1 mois plus tard a une conséquence là. Et donc une autre outil, DriftCTL, est en réponse à tout ça, en se disant malgré l'automatisation, malgré la bonne volonté des gens, malgré la possibilité par tous les outils qu'on a en fait de faire les choses au mieux et parfois de manière très bonne, en fait il y a toujours en fait un max de cas, et même s'il y en a pas, tu veux t'assurer au final que même ne serait-ce que cette règle IPv6 dans un coin, qu'elle ne reste pas là au cas où ça t'explose à la figure dans un mois. Donc les raisons du drift, c'est soit une intervention humaine, j'allais dire volontaire ou pas, enfin non, c'est en erreur ou pas, ça peut être une erreur de manipulation, ou ça peut être des choses tout à fait légitimes, etc. Des actions, comme tu le disais, dans la console qui ont des conséquences qu'on ne comprend pas ou qu'on ne voit pas nécessairement. Mais alors tu disais autre chose aussi, les systèmes buggés qui créent des ressources ou qui changent des ressources alors que c'était pas prévu qu'ils le fassent. Avant de faire ce podcast, il y a plusieurs années, j'étais en training, dans l'équipe training, je donnais des cours à des clients AWS et je parlais toujours d'infrastructure immutable. C'est un rêve ou une réalité? Parce que si l'infrastructure est vraiment immutable, le drift ne devrait pas arriver. Ouais. Est-ce que tu vois beaucoup de clients qui adoptent de l'immutable? Est-ce qu'il y a quand même du drift en immutable? Alors, c'est super intéressant, super question. On a eu énormément de gens, pareil, qui, quand on leur demandait, parmi les raisons, en fait, pourquoi vous n'êtes pas simplement parti, en fait, sur des solutions, on va dire, jetables, il y a un changement, on refait tout, etc. Exactement. Donc, beaucoup de gens ont commencé ça. Mais sauf que le legacy, même si c'est quelque chose, même si ça date de simplement il y a 1 an, c'est encore 90% des prods pour la plupart des gens. Tout le monde n'est pas à la pointe en live, et même dans le cadre d'une infra immutable, ça n'enlève pas de l'équation qu'il y a un problème ce soir, et il y a Kevin à la prod en fait qui est allé changer quelque chose manuellement, et ça sera peut-être rollbacké, enfin ça sera remplacé lundi prochain lors d'une réapplication, mais entre-temps, il y a un laps de temps dans lequel ça va se voir, pardon. Oui, et puis il y a toujours aussi le problème du stockage persistant des bases de données, ces satanées bases de données. Ouais. Même en infrastructure immutable, on jette pas la base de données. C'est ça. Mais on jette ce qu'il y a devant ou derrière éventuellement, et on reconstruit. Et quel est le problème? Pourquoi c'est gênant d'avoir du drift? Un peu? Beaucoup? Alors, ça peut aller en fait de choses qui semblent anecdotiques, comme des tags par exemple qui auront été mis par un script ou je ne sais quoi, etc. Ça, on va dire qu'on peut totalement passer à côté de ça. Mais si ce tag c'est en fait un tag de type environnement égale production, et que là d'un seul coup en fait il y a des process qui automatiquement en fait indexent des choses, font des comportements, scale des trucs, alors là ça commence à devenir vraiment grave. Donc là par contre un tag qui disparaît ou qui a été rajouté manuellement, temporairement, etc. Donc ça peut avoir des conséquences super graves. On va avoir des conséquences au niveau sécurité hyper graves, donc de type des règles de security group qui ne vont pas être vues par Terraform quand elles ont été rajoutées manuellement, parce qu'en fait de la manière dont ça fonctionne entre les API, ce que renvoie AWS et la manière dont ça peut être écrit en Terraform, c'est pas nécessairement toujours vu. Donc ça c'est super grave. On a eu des exemples d'utilisateurs en fait qui ont eu en fait des règles en fait qui autorisaient tout en entrée, qui sont restées pendant des semaines parce que en fait ils avaient leur processus GitOps, Terraform continuait à s'appliquer tous les jours, toutes les heures, etc. Et ne renvoyait pas du tout qu'il y avait des modifs qui avaient été faites à la main un jour par quelqu'un. On va avoir des problèmes de sécurité cette fois-ci, pas au sens réseau mais au sens accès. Par exemple des clés, une clé révoquée. Une clé IAM révoquée manuellement dans la console Amazon et une autre générée, ça va pas être vu par Terraform non plus. Donc ça veut dire que tu as des clés qui commencent à se balader dans l'équipe qui sont plus en ton contrôle. Tu ne sais plus lesquelles c'est.
Oui, des policies qui changent. Voilà, et on va rajouter vite une petite règle dans une policy IAM d'un rôle d'un groupe pour tester quelque chose et puis on oublie de l'enlever. Le bon classique qu'on a souvent rencontré, c'est quelqu'un qui rajoute en fait en attachment une policy largement supérieure, si ce n'est admin, à un utilisateur pour vérifier que ça marche. Oh, ça marche. Et bon, on verra lundi pour l'enlever et mettre la bonne, quoi. Voilà. Et donc, là, tu te mets à avoir un utilisateur qui a une clé dans la nature et des droits admin. Et qui est admin. Voilà. Donc, c'est des exemples, en fait, qu'on a eu de problèmes. On a eu un autre exemple qui est super intéressant. C'était une boîte qui faisait des plugins, juste une centaine de devs à Londres. Et en fait, toutes les heures, tous les développeurs, en fait, envoyaient leurs plugins sur S3 pour les QA, pour les tests. Et donc, quand les tests étaient passés, en fait, ils les jetaient. Donc, ça faisait des gigas et des gigas par jour. Et donc, pour faire court, il y a une autre équipe qui veut activer le versioning sur le bucket S3 pour compliance, pour leur roadmap à eux. Et donc, alors ils disent non, nous pas le nôtre parce que alors là, ça va coûter super cher. Alors ils ont dit oui, pas de souci, en fait, super, c'est bien de nous le dire. Donc, on n'activera pas le versioning sur le vôtre, quoi. Donc eux, en plus, ils se disaient, nickel, en plus on est sous Terraform, même s'ils le font, on le verra, bon voilà. Donc l'autre équipe fait sa modif, et évidemment se plante dans leur if, dans leur unless, ou dans leur je ne sais quoi, bref, leur exception n'a pas marché, et ils ont activé, malgré tout, le versioning. Sur ce bucket-là. Voilà. Et, l'autre équipe s'en est pas rendu compte parce que Terraform ne voyait pas, ce changement-là, parce qu'il a eu, pour plein de raisons, propres et valides de leur côté. Et ceux qui s'en sont rendus compte, en fait, c'est au billing la première semaine du mois d'après, voilà, en recevant une facture absolument hors de contrôle. Ouch. Voilà, donc c'est un petit panorama du genre de conséquences du drift qui peuvent être sales. C'est pour ça que je disais en introduction à ce podcast, c'est vraiment à la croisée de plusieurs chemins du DevOps, parce qu'évidemment ça implique l'automatisation de l'infrastructure, mais de la sécurité avec les exemples d'accès supplémentaires qui sont donnés sans vraiment s'en rendre compte, ou on pense de façon temporaire, et puis de la compliance, parce que les gens doivent vérifier quand même que l'état de mon infrastructure, c'est celle qu'on a définie sur papier, et que nous restons compliant, c'est surtout dans des industries régulées, je pense à la finance, à la santé, etc. Donc tu as cité plusieurs fois Terraform, ça s'applique DriftCTL tel qu'il est aujourd'hui, on en parlera du futur après, mais ça s'applique aux clients AWS qui créent leur infrastructure avec Terraform. C'est ça. Correct. En fait, on peut peut-être parler du futur directement. Et tu comptes l'ouvrir à d'autres systèmes que Terraform ou d'autres clouds? Alors oui pour les deux. Alors pas CloudFormation tout de suite, parce que CloudFormation ne pose pas de problème à nos utilisateurs, puisqu'il y a déjà un système de gestion de drift qui marche très bien. Et comme il est déjà intégré en fait au niveau console, etc. Bon, il y a pas d'urgence en fait à rentrer en fait aller sur ce terrain-là. Donc par contre sur d'autres clouds, donc on va avoir du GCP, du Azure, etc. qui vont arriver. Ça c'est normal puisque nos utilisateurs sont pas mal multi-cloud. Donc on a commencé par Amazon puisque c'est là encore en fait où il y a à ce stade chez nous en tout cas le plus gros usage et les plus gros besoins. Mais donc d'autres arrivent. Beaucoup sont multi-cloud. Mais aussi, mais pas que au niveau cloud provider au sens IaaS, PaaS, etc. Mais également tout ce qui est une API. Donc là, par exemple, on vient de publier le support GitHub. On a eu des histoires horribles en fait sur des gens qui avaient rajouté des collaborateurs en fait sur un repo. Le collaborateur part et puis il l'enlève de l'équipe, mais pas du repo. Et donc le gars continue à garder accès pendant des mois en fait au contenu privé. Bon, donc on va avoir ça vient de sortir. Le support complet GitHub. Dans ce système-là, comment tu définis l'état puisque avec Terraform, je comprends bien, il y a le state file, ou je sais pas comment ça s'appelle dans Terraform, mais qui explique l'état du système. Comment tu fais avec GitHub? Et alors pareil, parce que tu peux gérer tes repos GitHub ou tes équipes GitHub, tes utilisateurs, tes organisations avec le provider Terraform GitHub. Okay, voilà. Donc il faut avoir ça. Mais comme il y a des systèmes d'import qui existent, tu peux assez facilement. Ça peut t'aider aussi à démarrer en te disant bon, je sais pas ce que j'ai exactement en fait sur mon compte. J'ai peut-être des clés IAM qui traînent, j'ai peut-être ou sur d'autres régions. Après tout, tu travailles peut-être assez couramment, je sais pas moi, sur EU Central One à Francfort et en fait, tu ne sais pas du tout qu'il y a des choses qui sont en train de se lancer à Dubaï et dans ces Bahreïn que vous venez d'ouvrir.
Là, tu me prends en piège. Je sais plus. Il y a une zone Middle East qui vient d'ouvrir. Voilà. On a une région en Middle East. C'est ça. Je me souviens plus laquelle c'est. Je crois que c'est Bahreïn. Et donc, ça va être pareil pour GitHub. Il y a un certain nombre de repos. Ça, c'est assez simple pour les voir. Par contre, en fait, tous les settings, tous les utilisateurs, tous les groupes, etc., sur des équipes un peu larges, c'est pas une masse à faire, quoi. Donc, nous, on va permettre aussi une visibilité à ce niveau-là de quelque chose qui change. D'un jour à l'autre ou même depuis le jour 0, quoi. Voilà. Donc du Terraform qui adresse quelque chose qui est une API, a priori c'est le but de Terraform de toute façon, sinon ça marcherait pas non plus. A priori vous pouvez étendre avec un mécanisme de plugin, c'est ça, ouais. Pour supporter d'autres plateformes, et donc t'as dit Google et Azure sont dans votre ligne de mire. Voilà, c'est ça. Et c'est tout Terraform, puisque Terraform supporte le HLS et CDK, donc puisque vous utilisez le state file, peu importe le langage dans lequel on développe. Voilà, c'est ça. Tant qu'il y a un state, donc là, au niveau où on en est aujourd'hui, on lit directement le state, on s'occupe pas du tout du code. Comme ça nous permet en fait de maximiser de la valeur pour l'utilisateur dans un minimum de temps. Demain, mine de rien, il y a quand même de l'intérêt à vouloir lire l'intention par rapport au state, parce que l'intention elle arrive avant. Donc si tu penses le workflow, en fait, il y a l'intention, qu'est-ce qu'on veut, il y a qu'est-ce qu'on a eu puisque ça a été écrit dans le state, mais donc c'est pas écrit de la même manière, c'est pas vu de la même manière, et puis donc il y a ce qu'il y a réellement. Et là en fait il y a une triangulation qui peut être hyper intéressante à faire. Peut-être avec un système de poids, peut-être qu'il y a des équipes en fait qui veulent avoir comme résultat, c'est beaucoup plus fort chez eux que l'intention soit respectée plutôt que le résultat dans le state. Voilà. Donc suivant à qui on parle, leur niveau de maturité dans GitOps, etc., ils peuvent avoir des volontés différentes. Et on arrive donc aussi à des moments différents dans le workflow. C'est-à-dire que certains nous lancent manuellement sur leur laptop pour avoir des rapports. Donc on donne aussi par exemple des taux de couverture. Donc tu as 63% de taux de couverture de tes ressources, etc. Mais on a aussi des gens qui nous mettent en CI pour avoir de l'alerting. Là, il y a quelque chose qui vient de changer. Ce setting était activé, cet IAM était enlevé, etc. Et donc, si on lisait l'intention, si on lisait le code, donc ça, c'est ce qu'on va avoir dans quelques mois, on pourrait se retrouver aussi en cours de workflow, c'est-à-dire lors des pull requests, etc., quoi. Ah oui, en amont, ouais. Alors, de la création elle-même. Puisque tu en parles, comment ça marche si on lève le capot, si on bouge le voile, qu'est-ce qu'il y a derrière? D'un côté, il y a le state Terraform que vous lisez en local, ça je comprends bien, et puis après, c'est des appels d'API et vous comparez les deux. Voilà, c'est ça. Dis-moi comment ça marche. Donc c'est tout écrit en Go, c'est complètement, tout est disponible sur GitHub, c'est une licence Apache, c'est full open source. Il y a rien de notre côté. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on lit le state, donc qu'il soit sur S3 ou qu'il soit en local. Il peut être n'importe où ailleurs en fait. Tant que l'utilisateur est capable de le récupérer d'une manière ou d'une autre, donc on va le lire, on va l'analyser, on va éclater en gros toutes les informations qui sont dedans de manière un peu logique, parce qu'en fait Terraform lui dans son state ils ont structuré les choses d'une certaine manière qui est différente du code. Donc typiquement un security group c'est une vue de l'esprit en Terraform, c'est structuré comme ci comme ça. Dans le state ça c'est une toute autre forme. Et donc nous on est capable de récupérer ces informations là pour effectivement donc les comparer à ce qui a été renvoyé par AWS, par les API d'AWS qui elles-mêmes ont évidemment des vues complètement différentes de ce que Terraform lui peut attendre. Il y a énormément de paramètres par défaut, il y a énormément de contenus on va dire informatifs qui sont pas des choses changeables par l'utilisateur, etc., quoi. Donc tout ça en fait nous on va comparer tout ça et en fonction de ça en fait on va modifier la structure et puis on va afficher un résultat et faire plein de calculs de pourcentage. Ça veut dire que vous devez scanner l'ensemble des services dans une région donnée pour détecter tout ce qui est potentiellement créable en dehors de Terraform également, oui. Pour dire attention là. C'est ça, donc c'est pour ça qu'on rajoute produit par produit aujourd'hui, produit Amazon par produit Amazon. Donc on en a je crois 11 à ce stade. On a il y a IAM, okay. RDS, EC2, VPC, SQS SNS, je sais plus ce qu'il y a encore, lambda. Bon, on en a un certain nombre. Les plus classiques. Voilà, c'est ça. VPC, donc aujourd'hui, en fait, c'est ça le plus. On a un 80-20 en fait aujourd'hui du nombre de ressources en fait qui est supporté, qui est correct. Donc quand je dis que c'est donc 11 produits, ça se compte après en centaines de ressources côté Amazon, côté Terraform. Donc c'est énormément d'infos.
Et donc oui, tout à fait, on scanne. Donc ça pose des problèmes aujourd'hui pour les plus gros comptes, ceux qui ont des dizaines ou des centaines de milliers de ressources chez Amazon, parce que évidemment le nombre d'API, de requêtes d'API là est trop élevé. Donc pour ça, roadmap. Vous faites trotteler. Et oui, c'est ça. Donc là, API rate. Donc on a sur la roadmap à court terme de gérer ça, de permettre aux utilisateurs pour les très gros utilisateurs. De limiter le nombre de requêtes. On va pas juste balancer cette fois-ci tout d'un seul coup, et donc on va également permettre de scoper sur juste un service par exemple. Typiquement, c'est pas la peine d'aller demander liste-moi tous les buckets S3 si l'utilisateur ça ne l'intéresse pas, les buckets S3 quoi. Donc pour les clients, tu parles des grands clients justement qui ont plein de ressources. Les grands clients, ils ont aussi plusieurs comptes sur plusieurs régions, donc vous supportez le multi-compte, le multi-région également ou... Alors, c'est de très bonnes questions. On le supporte en partie, puisque on lit les variables normales de l'environnement. Donc, si je ne pense pas que ce soit, on n'a pas voulu être délibérément lance la CLI et ça va scanner toutes les régions. Ça, je pense que c'est même juste un coup à se faire bannir en fait de AWS immédiatement. Ça s'appelle plutôt un denial of service à ce niveau-là, quoi. Donc ça, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est à chaque utilisateur, je pense, en fait, de faire un certain setup, en fait. De définir le scope. Voilà, ouais. De ce qu'il y a à scanner. Par contre, donc tout ce qui est multi-compte, on travaille petit à petit. Typiquement, on a beaucoup de gens qui nous disent, nous, nos states, Terraform sont stockés sur S3, sur un compte centralisé. Qui ne fait que ça, un compte Amazon, et les différentes prods sont sur différents autres comptes. Donc en fait, il faudrait qu'on arrive à avoir de la multi-authentification selon les aires. Donc pour ce qui est récupérer le state, ça serait ce profil-là. S'attaquer à S3, ça serait ce profil-là. S'attaquer à EC2, ça serait ce profil-là. Ouais. Donc ça, on a là en proto. Ça marche, donc c'est une question de semaine en fait avant que ce soit publié. Donc Mais vous utilisez les profils du CLI, enfin vous êtes dans le SDK, je suppose. Vous utilisez le SDK Go, et donc il récupère automatiquement les profils de la CLI de l'environnement sous-jacent. Tu m'as convaincu. Si je veux commencer, qu'est-ce que je dois faire sur GitHub? Alors, ou sur c'est ça, GitHub. driftctl.com, ouais, tout à fait. Et donc tu vas sur driftctl.com ou sur GitHub cloudskiff/driftctl, mais bon, il y a tout sur le site web. Je mettrai les liens de toute façon dans les notes du podcast juste en dessous. Et donc on a soit en tant qu'utilisateur tu veux isoler driftctl au maximum, et donc tu utilises par exemple le container Docker. C'est ce qui a le plus de succès aujourd'hui. On doit être aux alentours de 3000 téléchargements du container Docker. Parce que du coup il y a toute l'isolation qui va bien, parce que on peut avoir en fait une certaine anxiété en fait à passer des credentials à driftctl qui va scanner ton compte. Donc outre le fait qu'on est open source, mais qui lit en fait des millions de lignes de code avant d'exécuter, c'est pour ça aussi qu'on a mis à disposition un petit CloudFormation pour une liste de droits minimaux uniquement en lecture seule. Tu cliques dessus, ça te crée ta stack avec un IAM minimal en fait, en lecture seule. De toute façon, oui, driftctl ne change rien du tout. Compte. Il a juste besoin d'une autorisation sur les get, les describe, les listes, et ce genre de choses. Minimum, quoi. Donc, et ça, c'est tout documenté. Donc ça sécurise pas mal nos utilisateurs qui l'utilisent bien. Je crois que ce matin, il y a même eu une discussion sur Reddit où il y a quelqu'un qui a posé exactement cette question-là, et quelqu'un d'autre lui a répondu, mais ils ont même mis, en fait, le CloudFormation qui est minimal, etc. Donc pour créer le rôle avec les bonnes personnes. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc et puis sinon évidemment, vu on est multiplateforme depuis qu'on a tout reconstruit en Go 1.16, on est même sur Apple Silicon, le M1 Apple, donc en natif. Donc même Terraform l'est pas encore, donc voilà, on a de l'avance sur HashiCorp. Voilà, donc on est multiplateforme, Windows, Linux, Mac et donc évidemment Docker. Et pour vous intégrer en CI/CD, il y a des plugins pour Jenkins et CloudBees et les outils classiques d'intégration, ou c'est un tout petit shell script simplement à intégrer? Alors à ce stade, c'est hyper simple, puisque en fait on fonctionne intégralement à coup de variable. Donc pour l'instant, c'est documenté. Tu dois toi-même en fait aller lancer le container Docker avec les variables qui vont bien, et ça se lance toutes les heures, et ça te fait une alerte quand il y a un changement.
Très clairement, il faut qu'on avance là-dessus. Donc c'est pour les prochaines, je crois que c'est pour la release de dans 2 mois, mais qui sera peut-être publié au moment où on aura ce podcast. Mais bon, on a comme projet d'avoir des GitHub Actions, d'avoir des Orb Circle CI prêts à l'emploi. Et ça, c'est à échelle quelques semaines qu'on va avoir ça pour faciliter l'usage en CI, puisque à ce stade, il faut quand même encore créer les variables, etc., etc. Là, en fait, il y a quelque chose de prêt à l'emploi en un clic. Ça faciliterait l'usage des gens en CI. Ouais. Alors, tu as dit que vous êtes entièrement en open source sous une licence Apache 2, je suppose. C'est quoi la magie de l'open source là ? D'abord en matière d'adoption et puis peut-être de contribution aussi déjà. Ouais, c'est vrai que ça c'est. Alors j'ai beaucoup contribué par le passé en fait à d'autres projets. Là, c'est le premier projet d'ampleur en fait qu'en tant qu'équipe on fait. Et c'est incroyable d'avoir aussitôt énormément de contributions. On a eu des contributions du monde entier, des contributions plutôt simples, des contributions plutôt complexes, des gens qui sont venus prendre en fait dans notre backlog un sujet qui les intéressait et nous faire une pull request et le faire bien. Donc des gens donc on en a eu du Japon, on en a eu de Grèce, on en a eu de UK, Suède, US, j'en oublie. Au Japon, les gens se sont mis en fait à faire écrire des articles sur DriftCTL en japonais, des gens donc alors du coup j'utilise Google Translate pour participer aux discussions Twitter de gens, voilà, c'est très populaire au Japon. Donc voilà, ouais, on développe en live sur Discord. Donc on a des membres de l'équipe qui adorent live coder, donc ils partagent leur écran, ils codent en live, voilà. Donc il y a des gens de la communauté qui viennent voir et il y a des discussions qui se créent. C'est assez étonnant. Voilà. Donc donc en termes d'usage, de participation, de feedback, on a des gens qu'on n'aurait jamais pu toucher dans des boîtes assez grosses ou assez importantes, qui eux ont ce besoin-là, donc viennent le voir, viennent nous rapporter des problèmes qu'on n'aurait pas imaginé vu la taille de imagine des opérateurs téléphoniques énormes, etc. Et on a accès en fait à tout ça. Donc il y a une magie qui est à la fois en fait très humaine parce que les gens viennent contribuer du bout du monde, etc. C'est incroyable, mais aussi des choses très 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 terre à terre, très très professionnelles, où des gens qui disent voilà, nous en fait on a des dizaines de milliers de ceci ou de cela, et en fait dans notre cas votre truc marche pas. Comment je peux faire? Donc on trouve le problème, et puis dans plein de cas c'est arrivé en live, c'est fixé sur Discord, c'est rebuildé, et le soir même il y a une nouvelle image, il y a un nouveau binaire qui sort, purement communautaire quoi. Alors j'ai une question très naïve, parce que j'ai toujours travaillé pour des sociétés commerciales, et donc quand on a plusieurs demandes de clients, un des moyens de prioriser, c'est la taille du client, c'est le revenu potentiel, etc. Dans ton cas, ça s'applique pas. Donc comment tu priorises tel feature request ou tel feature request, ou comment vous acceptez tel pull request plutôt que tel autre? Quels sont les critères? C'est super intéressant. On a pour toutes les premières versions du produit, on s'était basé uniquement sur nos problèmes à nous et ceux des gens avec qui on avait déjà discuté pour établir ce qu'on allait réaliser DriftCTL. Donc ça c'était facile entre guillemets, c'est comme avant quoi. C'était traditionnel roadmap, on l'exécute. Là maintenant, on va avoir des gens qui ont des problèmes. On se demande comment dire une pull request qui arrive et qui règle réellement un problème, on va pas dire non. Le truc est là, ça sert et terminé. Ça nous est pas arrivé qu'il y ait quelqu'un qui arrive avec une pull request absolument scandaleuse, faisant quelque chose de terrible. Donc c'est du temps dans l'équipe de tri, des ouvertures de bugs. C'est du temps pour comprendre en fait les problèmes. C'est-à-dire que là, en début de semaine dernière, on a quelqu'un en Flandre qui est venu expliquer un problème et qui était pas le bon. C'était ce que lui avait analysé comme étant le problème. Alors, vu que c'est open source, il a commencé à travailler dessus, etc. Tu suis ça, et en fait, en discutant, on se rend compte que c'était complètement autre chose, qu'en fait, en sortie, il utilisait pas une Internet Gateway, il utilisait un gateway ou un transit gateway, ouais, tout à fait, voilà, c'est ça. Et donc alors ça changeait tout au niveau de comment derrière nous on analysait ça, et voilà, donc c'est donc au niveau prio, des fois en fait c'est un peu juste parce que c'est l'occasion qui fait le larron. C'est le gars arrive sur le chat, il dit qu'il a un problème, tu vas pas ne pas l'aider. Donc évidemment. Donc après tu creuses et là tu te rends compte la plupart du temps qu'il y a réellement un souci.
Et donc c'est repriorisé en live. Donc oui, effectivement, d'un point de vue pure gestion de projet, c'est, je sais pas, on va dire, c'est quelque chose comme 20% du temps qui est plus du tout focus comme avant, où là il y a de la communauté, etc. Mais de l'autre côté, avant, pour décrocher des articles, pour décrocher de l'intérêt par les gens, etc., il fallait que tu ailles le chercher toi. Là, ça arrive tout seul. Donc, ouais, les gens sont enthousiastes et par eux-mêmes, ils vont faire un blog sur l'outil parce qu'ils ont bien aimé l'outil, ils l'ont adopté, ça a été utile pour eux. Et ils veulent partager avec les autres. Je crois que je pourrais faire tout un autre podcast sur la gouvernance des projets open source. C'est hyper intéressant. Et on pourrait recommencer une conversation sur ce sujet-là, mais ça nous entraînerait trop loin de cet épisode-ci. Donc, j'essaye de résumer. DriftCTL en open source permet de détecter l'écart entre une situation souhaitée telle que décrite par Terraform et l'état réel sur mon compte AWS. Typiquement, ça s'intègre en CI/CD pour tourner régulièrement et alerter, ou en tout cas générer des rapports si jamais il y a des éléments d'infrastructure qui sont détectés qui n'étaient pas prévus ou pas exactement les mêmes. C'est un bon résumé. C'est exactement ça. Et donc pour commencer, driftctl.com, GitHub, je mettrai les liens. Il y a un Discord également, tu as dit, pour ceux qui sont intéressés. C'est plutôt pour les utilisateurs, pour les développeurs de DriftCTL lui-même? Le deux, c'est là, on a toutes nos discussions de dev dessus. Comme je t'ai dit, on a des développeurs qui live code, en fait, pour ceux qui ont envie de voir ça. Pour ceux qui sont dans cet univers-là, on a des channels de support où les gens viennent demander du support en disant je n'arrive pas à m'en servir, ou j'utilise tel SSO hyper ceci cela, comment on fait, quoi, des trucs qu'on n'a pas documentés. Donc on a à la fois du support utilisateur et du développement, tout est au public. Eh bien, je mettrai tous les liens dans les notes de ce podcast, et donc n'hésitez pas à télécharger, à essayer, et puis à faire votre feedback, soit sur GitHub en ouvrant des issues, soit sur Discord en rejoignant un des canaux sur Discord. Merci Stéphane de ton temps de nous avoir expliqué DriftCTL, d'avoir créé DriftCTL, et puis de continuer à le maintenir avec une équipe autour de toi. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, et à bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.